Yves Ionnet, bonjour. Bonjour Hichem, comment Vous ça êtes va? le PDG de TACPay. D'abord, en deux mots, quel est le concept? Comment vous définir? TACPay, c'est une société qui est un éditeur de logiciels et qui répond aux besoins des banques qui sont en train de rentrer dans une nouvelle phase, un nouveau cycle technologique qu'on appelle le cycle digital. Donc TACPay, c'est un acteur du monde de la banque qui fournit aux banques tous les outils pour rentrer dans le 21e siècle avec les dernières technologies digitales pour servir leurs clients. Alors, quel est le sens de ce qu'on appelle les valeurs de la chaîne bancaire? En fait, comment ça s'exprime chez vous? C'est-à-dire que, en termes d'emplacement et de positionnement? Alors, il y a plusieurs angles. Je peux vous répondre sur plein de nouveaux terrains Non, non, à mais cette question. ouais. Donc, d'abord, avant tout, la banque aujourd'hui est un acteur indispensable à notre économie et notamment à l'économie africaine. J'y reviendrai bien sûr. Et la banque, pour des raisons historiques, pour des raisons à la fois culturelles et aussi des raisons technologiques, elle a eu énormément de mal à s'implanter dans l'ensemble de la population. Donc, nous, notre valeur, ce qu'on apporte au monde de la banque, c'est des outils qui vont permettre à la banque de rentrer dans la vie des gens, de participer à la vie des gens, de faire en sorte que la banque devienne un compagnon de vie. Et c'est ça qu'on fait. La banque digitale, ce n'est pas de la technologie, c'est un moyen pour les banques de pouvoir servir davantage leurs clients en répondant au plus près à leurs besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques classiques sont menacées par un peu ce monde auquel vous appartenez. C'est-à-dire que cette digitalisation et cette néobanque qui naît avec. Alors oui, moi je ne pense pas que la banque soit menacée. Je pense que c'est une opportunité. Je pense que la banque est devant un extraordinaire, je dirais, une extraordinaire opportunité, une chance de pouvoir offrir des nouveaux services, de pouvoir s'appuyer sur des nouveaux process, des nouveaux moyens pour pouvoir remplir leur rôle. Et parce que la banque, pendant des dizaines d'années, a été contrainte par la technologie. Pour installer une banque, il fallait installer une agence. Une agence, ça voulait dire qu'il fallait avoir des investissements très importants. On ne pouvait servir que les gens qui habitaient dans les villes. Et pour cette raison-là, la banque n'a pas pu remplir sa mission, qui est sa mission de servir l'ensemble des populations. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, la banque a accès maintenant à des processus, à des façons de faire qui sont extraordinairement puissantes, extraordinairement bon marché, au sens où les investissements sont bien moindres, la rentabilité est donc au rendez-vous, et on pourra comme ça servir les clients de façon plus efficace, de façon plus adaptée à leurs attentes, tout en ayant je dirais, un équilibre économique viable. Mais qu'est-ce qui pousse les acteurs à vous faire confiance? Pourquoi on vous choisit justement pour être en quelque sorte leur fournisseur? Là, c'est toute une histoire. Ça, c'est un vrai sujet parce que quand il y a des ruptures comme celle que je décris, les nouveaux entrants comme nous, ils doivent asseoir une réputation. Ils doivent devenir crédibles. Ils doivent devenir, je dirais, un acteur de confiance pour les banques. Et ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que nous, on existe déjà depuis 15 ans. Et une façon de faire, la seule façon de faire, c'est d'arriver à travailler et à convaincre des grands acteurs de la finance afin que eux vous fassent confiance. S'ils nous font confiance, ils vont nous permettre de pouvoir prouver qu'on est des gens de confiance. Et c'est ce qu'on a fait avec la Société Générale, avec la Banque Postale, avec Trust Merchant Bank au Congo, avec Coris Bank, avec etc., etc. Toutes ces grandes banques, ces belles banques qui nous ont déjà fait confiance et qui devraient apporter à l'ensemble du marché un sentiment de confiance envers nous. Mais pour mieux comprendre votre univers et pour pénétrer au cœur du Mikado, expliquez-nous un peu comment est borné votre univers, comment il est en fait, comment il est structuré. En fait, le terme borné est intéressant parce que justement, nous, on sort des bornes. On a détruit les bornes. Ce qu'on a construit, en fait, c'est ce qu'on appelle ça une plateforme. C'est-à-dire, c'est un logiciel qui est hébergé dans le cloud, donc qui est dématérialisé, qui n'a pas besoin d'être présent dans un serveur, dans un endroit physique, qui se trouve donc hébergé dans le cloud. Et ce logiciel, cette plateforme, elle a comme qualité d'être incroyablement modulaire et ouverte. C'est-à-dire que la banque d'autrefois, c'est une banque qui était limitée par sa structure. La banque qu'on propose, c'est une banque qui est illimitée au sens où dès qu'on voudra qu'elle évolue,
dès qu'on aura des nouvelles fonctions à faire ou des nouveaux partenaires à greffer ou des nouveaux services à proposer, eh bien, on saura les intégrer dans cette structure qui a été conçue pour ça. Donc, on a construit une banque qui est en perpétuelle évolution. Je vais vous donner une illustration qui est assez extraordinaire à mon sens. Depuis le début de l'histoire, quand une banque installe un système informatique, elle vit au rythme des versions. Il y a une version qui arrive, puis après, 2, 3 ans plus tard, on a une nouvelle version. Et à chaque version, on essaie de progresser. Eh bien, dans nos technologies, il n'y a plus de notion de version. Il y a une notion de mise à jour tous les 2 mois. Tous les 2 mois, nos clients sont mis à jour automatiquement, comme le fait Facebook, comme le fait Google, comme le fait Amazon, comme le font tous les grands éditeurs. Ce qui fait que la banque, quand elle choisit une architecture comme la nôtre, eh bien, elle sait que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, elle aura la solution la plus avancée du marché parce qu'elle aura la solution qui aura moins de 2 mois d'âge, en quelque sorte. Ça vous montre un peu l'étendue. C'est-à-dire qu'en réalité aussi, les clients que vous avez habitent les clouds, c'est-à-dire que les nuages, c'est-à-dire qu'ils s'approprient un espace virtuel pour pouvoir opérer, utiliser les solutions que vous avez. Et pourriez-vous être plus précis dans cet esprit? Oui, bien sûr. Alors, le cloud, c'est un terme qui est très, très commun maintenant. Ce que ça dénote, le cloud, c'est que ça dénote le fait que l'architecture, le logiciel, la plateforme qu'on propose, elle est indépendante du serveur. Donc, s'il y a un client qui veut mettre notre système dans son serveur, chez lui, dans son sous-sol, dans son bâtiment, on sait le faire. Mais ce qu'on propose aussi, c'est que ce même serveur, ce même logiciel, pardon, soit hébergé chez des gens dont le métier, c'est d'héberger des plateformes, et c'est ce qu'on appelle le cloud. Donc, en fait, le cloud, ce n'est pas une solution, c'est une architecture, c'est une façon de concevoir les produits pour qu'ils puissent être indépendants du lieu où ils sont hébergés. Aujourd'hui, on voit l'Afrique et la terre de conquête en termes de banking, etc. Mais dans un continent où la bancarisation se situe entre 10 et 15%. C'est-à-dire qu'on est dans une fracture numérique claire. Là. Comment aujourd'hui, Non, non, il y a une fracture bancaire. La fracture, elle est bancaire, elle n'est pas numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 100% de la population active africaine possède un téléphone mobile. 100%. Alors, ils n'ont pas tous un téléphone smartphone, mais nos technologies sont compatibles avec tous les téléphones, même les vieux téléphones. Donc, toute personne qui a un téléphone est capable de recevoir de l'argent, de payer des factures, de transférer de l'argent, d'obtenir après, de faire des économies, l'ensemble des fonctions d'une banque. Donc, si vous voulez, la fracture numérique de l'Afrique, c'est pas vrai. Il n'y a pas cette fracture. Par contre, il y a une lacune bancaire. C'est ce qu'on appelle l'inclusion financière. Et ça, c'est dû à l'histoire. C'est dû au fait que la banque n'a pas été conçue pour faire ça. qu'est-ce qui va pousser l'Afrique à aller plus vite avec évidemment cette volonté de digitaliser tous les secteurs de l'économie et c'est ça, c'est un enjeu qui aussi a un coût. Alors, oui, il y a un coût. Vous savez, quand on se lance dans une entreprise ou dans une nouvelle offre qui est rentable, le coût, c'est un investissement dans le but de gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas le coût qui est problématique. Le coût n'est pas un obstacle. Non, ce qui va provoquer dans le monde de la banque, ce qui va pousser les banques à agir, ce sont ce que j'appelle les aiguillons. Alors, les aiguillons, c'est quoi? C'est les opérateurs télécoms, par exemple, qui vont commencer à faire du transfert d'argent, des wallets. Et la banque, si elle ne bouge pas, l'opérateur télécom, ils vont en faire de plus en plus. On sait que Google, on sait que Facebook sont en train de travailler sur des solutions. Donc, ça, ce sont des stimulants, des stimulus qui vont faire que la banque doit bouger, va bouger, parce que la nature est de telle sorte qu'elle a horreur du vide. Et si quelqu'un habite en Afrique et n'a pas un service bancaire à sa portée, il va prendre le premier service venu. Et il est indispensable que la banque prenne cette place. Il y a un enjeu qui s'oppose à l'Afrique, c'est certains parlent de pillage des cerveaux, de la matière grise. C'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui autour des ingénieurs et des informaticiens, il y a une véritable bataille pour pouvoir les acheter, entre guillemets. C'est-à-dire que comment aujourd'hui éviter cette espèce de dispersion d'énergie pour l'Afrique alors que le continent a besoin de ses forces vives? Écoutez, je suis très sensible à ce que vous dites. Nous, aujourd'hui, chez TACPay,
on mesure l'impact social qu'on a auprès dans les différents pays où on travaille. Et l'impact social, ça implique le nombre d'employés, le nombre de postes, de jobs, le nombre de postes qui ont été créés grâce à nos technologies. Il faut voir une technologie comme TACPay comme une technologie qui va générer du travail, évidemment. Pourquoi ça va générer du travail? Parce que ce qu'on offre, nous, c'est la base, c'est le cœur, ce qu'on appelle le core banking, c'est le cœur du système. Mais une banque, ça a des dizaines d'applications, des dizaines d'apps pour les smartphones, ça a plein de choses à développer qui sont. Notre plateforme est conçue pour que ces développements soient faits en local par de l'intelligence locale, par du savoir-faire local. Et c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on construit. C'est ce qu'on appelle chez nous l'écosystème bancaire. Et cet écosystème, il est en pleine croissance et il y a énormément de fintech en Afrique, il y a énormément d'initiatives. Et nous, notre objectif, c'est de motiver ce courant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la digitalisation accélérée, et ça a été accéléré par, notamment par la pandémie, euh, euh, en fait, il y a aussi des points de fracture ou de fragilité liés à la cybersécurité. Comment aujourd'hui sanctuariser et garantir cette espèce de non-violation des données et surtout des moyens aussi. Oui, alors bon, c'est un sujet très très grave. Hein. C'est un sujet évidemment qui nous préoccupe tous les jours. On est, je dirais, des experts et on met énormément d'énergie dans les mécanismes de lutte contre, on va dire, les attaques ou la sécurité ou la fraude. Euh, je ferai un petit commentaire là-dessus. La lutte contre la fraude, la sécurité des systèmes d'information, c'est un métier et ce métier, il est très difficile. Donc, il faut s'appuyer sur des gens qui en ont l'expertise absolue. Or, dans notre monde, les gens qui gèrent les plateformes de cloud sont des gens qui sont les plus avancés de l'industrie pour la lutte contre ces attaques-là. Et donc, notre point de vue, c'est que quand une banque décide de ne pas avoir son système en local, mais que son système est hébergé dans le cloud, cette banque va bénéficier de toute une expertise de lutte contre la fraude et la sécurité et des attaques pour les hackings qui sont très importants. Bon, c'est vrai dans le monde entier ce que je vais dire, mais la plus dangereuse des attaques, c'est les attaques internes. La plus dangereuse des fraudes, c'est les fraudes internes dans nos systèmes d'information. Quand le système est hébergé dans le cloud, on a résolu une très grande partie de cette fraude-là. Donc, si vous voulez, on travaille en permanence sur des nouvelles idées et des nouveaux mécanismes pour être sûr d'être toujours en avance par rapport aux hackers et aux attaquants. Mais bien sûr, on le sait, il n'y a pas de sécurité absolue et on est dans un monde qui évolue en permanence, d'où cette nécessité de mise à jour, de nouvelles versions qui arrivent tous les 2 mois. Dans ces mises à jour, il y a des mécanismes de sécurité qui sont mis à jour en permanence. Or, les systèmes d'information bancaire actuels, ils ont été conçus il y a 50 ans. Le mot hacking n'existait pas. Donc, ils ont été améliorés, si vous voulez. Ils n'ont pas été conçus dans cette logique. Donc, sur ce plan de la sécurité, la banque digitale doit apporter des progrès significatifs. C'est-à-dire que très souvent, vous avez un discours euphorique sur l'Afrique, très Oui, optimiste, mais oui. la réalité, comment aujourd'hui vous êtes implanté sur ce continent? C'est-à-dire que comment aujourd'hui la cartographie de votre présence en Afrique? Alors aujourd'hui, on est dans une quinzaine de pays. On a des très gros clients, des très beaux clients. Je l'ai déjà nommé, la Société Générale qui a ouvert ses filiales YUP dans 7 pays en Afrique, de Madagascar à Dakar, évidemment. On a Trust Merchant Bank au Congo qui déploie de façon très, très intéressante nos technologies pour assurer l'inclusion financière de ces populations. Je vous ai parlé de Coris Bank, etc. Et on a des nouveaux développements qui sont très, très enthousiasmants. Par exemple, on est en Mauritanie en ce moment avec une banque qui s'appelle BMCI, qui a installé, attendez, je vous raconte ça parce que c'est quand même significatif. Ils nous ont appelé le 11 mars dernier. On était en début de confinement. On n'est jamais allé en Mauritanie. Ils ne sont jamais venus à Paris. On n'a fait que dialoguer à travers les réseaux et on a vendu le système bancaire, installé le système bancaire, formé les gens de BMCI à la banque et la banque est maintenant ouverte. La banque est lancée. Voilà, on a ces histoires-là un peu partout. Et pour moi, l'Afrique est un extraordinaire terrain pour l'innovation bancaire.
Pour ces raisons-là, parce que la majorité de la population n'a pas de compte en banque, la totalité de la population active a un téléphone mobile et que ce n'est pas possible de continuer à être avec un téléphone dans une poche et du cash dans l'autre poche. Il y aura forcément des acteurs bancaires qui vont se créer et qui vont permettre aux gens d'utiliser leur téléphone pour pouvoir faire des opérations financières. Et je voudrais redire une autre chose qui est très importante, c'est que on parle beaucoup, et j'en parle le premier, de l'impact qu'on a sur les populations. Et ce qui est le plus important, c'est l'impact que les banques digitales auront sur l'économie. Le rôle d'une banque, c'est de mobiliser l'épargne locale pour financer l'économie. Aujourd'hui, l'épargne locale, elle est sous les matelas. Et ce n'est pas avec ça qu'on peut financer l'économie. Il faut que cet argent sorte des matelas pour aller dans les comptes en banque pour que les banques puissent financer les entreprises qui emploieront les gens. Et c'est ce cercle vertueux qu'on essaie de construire. Euh, Il y a une autre question qui est vraiment un élément, un aiguillon pour vous et un moyen de mieux s'ancrer dans le réel, c'est la formation, l'éducation et puis surtout comment, quels sont en fait les métiers qui sont à développer avec cette néobanque et un peu les besoins de digitalisation pardon, dans laquelle on est en plein. Alors, il y a différentes choses à dire là-dessus. D'abord, nous, en tant que société fournisseur de logiciels, on joue un petit rôle parce qu'on va former les cadres de la banque à l'utilisation de ces technologies pour qu'ils puissent faire leur métier et l'utiliser. Bon, ça, c'est un premier angle. Le deuxième angle, c'est qu'on travaille avec plusieurs, je dirais, des labos, des hubs qui sont souvent des pépinières d'entreprises, qui vont utiliser non pas notre plateforme, mais les ouvertures de notre plateforme, ce qu'on appelle les API, c'est-à-dire les connecteurs qui permettent de pouvoir développer autour de notre plateforme. Ils vont l'utiliser pour développer de nouveaux services. Et ça, c'est directement lié à l'évolution de la connaissance en Afrique. Et il y a un troisième axe qu'on est en train de développer en ce moment. Et d'ailleurs, je profite de votre tribune, de votre plateforme pour pouvoir en parler. On cherche à se rapprocher des écoles d'ingénieurs, des écoles d'informatique africaines, chez qui on pourrait installer des bacs à sable, ce qu'on appelle des bacs à sable, c'est-à-dire des plateformes pas fictives, des plateformes réelles, mais des plateformes qui n'utilisent pas forcément de la monnaie valable et qui leur permettra de pouvoir développer, utiliser, s'habituer, se former sur ces nouvelles technologies. Et on a un programme AttaquePay pour adresser ce besoin de ces différentes écoles qu'on est en train de planifier de rencontrer en ce moment. Sur la carte, aujourd'hui, quand on voit le poids des GAFA, Facebook, Amazon et d'autres qui sont en train de créer ces néobanques, de s'engager dans ces mêmes métiers que vous, comment vous allez supporter cette concurrence et ce poids des poids lourds, je dirais? Alors, oui, alors là la question que vous posez est essentielle. Ces acteurs dont vous parlez, ce ne sont pas nos concurrents, ce sont les concurrents des banques. Et nous, notre métier, c'est d'apporter aux banques tous les outils pour qu'ils puissent lutter contre ces concurrents. Il y aura une concurrence. Évidemment, ça va être difficile. Mais si la banque ne s'équipe pas avec les armes qu'il faut pour affronter cette nouvelle phase, eh bien sûr qu'elle ne va pas réussir. Donc nous, on a tout ce qu'il faut pour que la banque et même je dirais même des outils supérieurs à ce qu'aura Facebook et Google, parce que ce n'est pas leur métier. Ils vont l'apprendre, alors que la banque, c'est un métier. Et les banquiers savent le faire, et avec nos technologies, ils sauront lutter. Moi, je ne suis pas inquiet. Par contre, il faut qu'ils bougent. Ce qui manque aujourd'hui, le challenge aujourd'hui, c'est que les banquiers africains doivent commencer à créer des néobanques, à créer des petites structures entièrement digitales, hyper agiles, qui vont cibler les populations qui sont mal servies ou pas servies par leurs services. Et en faisant ça, ils rentrent dans le monde digital et ils empêcheront de rentrer ces grands acteurs qui n'ont rien à faire là-dedans. Sans surdimensionner votre rôle ou votre point, mais il y a un moment donné, l'Afrique se pose la question sur le big data. C'est-à-dire que l'Afrique, Oui, le big data n'appartient pas, ces données n'appartiennent pas à l'Afrique. Et c'est un vrai souci pour les Africains. C'est comment oui, aujourd'hui oui. arriver à sanctuariser et à s'approprier en tout cas ces données. Bon, alors là, je voudrais faire un petit peu de technique. Quand on parle à un banquier africain, quand on va en Afrique de l'Ouest, en Tunisie, au Burundi ou en Mauritanie, on leur dit, voilà, vous allez mettre votre plateforme sur le cloud, très bien, mais sur le cloud, vous aurez une machine, vous aurez des disques durs, vous aurez des mémoires qui vous appartiendront. Ce sera vos mémoires,
ce sera votre data. Personne ne touchera ces data. D'ailleurs, elles sont inaccessibles même par nous. Nous, TACPay, on n'a pas accès. Ce sont les datas de la banque. Et c'est nous, on offre à la banque les outils pour qu'elle exploite ces datas, pour qu'elle puisse en faire de la valeur, mais c'est absolument pas une perte de données. Au contraire, la grande force des plateformes comme TACPay, c'est qu'ils vont générer des données africaines qui seront utilisées par les Africains pour améliorer l'Afrique. Il y a tant de choses à dire sur Je sais. ce sujet. Yves Ionnet, je rappelle que vous êtes le PDG de TACPay et que vous êtes au cœur de l'univers et de la révolution digitale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hichem. Merci.